Nous avons souhaité nous entretenir avec vous ce matin d'un certain nombre de sujets. D'abord, nous sommes le 1er avril et cette conférence de presse est bien réelle. Ce n'est pas un poisson d'avril. Et la présence des amis des partis alliés de EPG et des partis membres du CNR, notamment Réagir, je viens de dire, PDN, PSE, PGP, nous nous retrouvons ce matin parce que, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons fait le choix de mener ensemble un certain nombre d'activités. Et lorsque l'un d'entre nous est face à la presse ou mène une activité, les autres peuvent arriver en soutien. Et notre présence ici et avec les partis alliés, c'est aussi un message à l'endroit des populations gabonaises et du peuple gabonais. Un message pour leur dire n'ayez pas peur, pour leur dire gardez confiance. Il y a dans ce pays des hommes et des femmes ancrés dans une opposition franche, dans une opposition qui bâtit une alternative crédible. Et tout pays a besoin d'avoir une opposition crédible, une opposition installée et une opposition qui joue tout à fait son rôle de préparer l'alternance. Et nous œuvrons à cela. Mesdames, Messieurs de la presse, pour ce jour, nous allons aborder 4 points. 4 points qui nous paraissent importants. D'abord, 3 exigences et un point d'actualité. En ce qui concerne les exigences, nous avons un premier point. Ce premier point concerne l'amnistie. Comme vous le savez, la Constitution qui a été adoptée en décembre 2024 prévoyait qu'il y ait l'amnistie pour les auteurs du coup d'État. Une loi d'amnistie a donc été adoptée et publiée. Malheureusement, cette loi d'amnistie à ce jour ne donne pas la liste des bénéficiaires. Ce sont des personnalités gabonaises qui ont donc fait un coup d'État qu'ils ont appelé coup de libération. Ils ont libéré le Gabon, libéré le peuple gabonais, et le peuple a besoin de savoir qui sont les vrais libérateurs. Éventuellement, se montrer reconnaissant, éventuellement les décorer, mais que nous sachions qui ils sont. La liste, pour ce qui est des militaires, il s'agit de qui? Puisqu'on nous dit que les civils y ont participé aussi, pour ce qui est des civils, il s'agit de qui? C'est important parce que c'est une loi d'amnistie. Ça veut dire qu'on efface les fautes, on efface les crimes éventuels commis dans la nuit du 29 jusqu'au 1er septembre 2023. Nous ne savons pas quels sont ces crimes, mais la loi les a effacés. Mais puisque la loi les a effacés, qu'on donne au moins la liste des bénéficiaires. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important pour que ça ne soit pas une forme d'amnistie à la carte, qu'on distribue à des copains, à des coquins, à des consanguins pour les sortir de mauvaises situations. Qu'on sache dès à présent qui est concerné. Et que les militaires eux-mêmes se rendent compte de qui est concerné. Que de mon n'aille pas dire, il y avait aussi tel général qui n'était pas là, ou tel officier qui n'a pris aucun risque, ou tel civil. Et pour ce qui est des civils, jusqu'à présent on a vu que les militaires, on va aussi avoir la liste des civils qui ont participé et qui ont contribué à la libération. C'est donc la première exigence qui est pour nous une exigence de transparence et une question de responsabilité républicaine. Je rappelle que la loi est votée par le Parlement et donc elle est votée par les représentants du peuple gabonais. Elle est donc votée en notre nom, à nous tous, peuple gabonais. Et de ce point de vue, nous voulons savoir qui a bénéficié de l'amnistie et pour quelles raisons. Le deuxième point concerne les marchés publics. On nous avait promis la transparence, la bonne gouvernance. On nous a promis la fin des passe-droits. On nous a promis le retour à l'orthodoxie financière et budgétaire, avec pour corollaire le respect de la loi, notamment le Code des marchés publics. Il se trouve que, de l'aveu même des gouvernants, plus de 93% des marchés passés dans notre pays entre septembre 2023 et maintenant ont été passés de gré à gré. Le gré à gré signifie qu'on a donné à des amis,
on a confié des marchés sans études préalables, sans avoir des financements sécurisés, et ces marchés ont été attribués, on estime aujourd'hui, à plusieurs milliers de milliards de francs CFA, sans appel d'offres. Le sujet, il est simple. Quels sont ces marchés? Première chose. Quelles sont ces entreprises? Les noms des entreprises, les noms des actionnaires éventuels des entreprises, les noms des vrais propriétaires des entreprises et, naturellement, l'identité des gérants. Pourquoi est-ce une exigence? D'abord parce que ça fait partie de nos lois et règlements. Nous devons savoir à qui l'État attribue les marchés, quel est le pédigré des entreprises. C'est une question de bonne gouvernance. C'est aussi une question de lutte contre la corruption, de lutte contre les malversations, de lutte contre les passe-droits et les délits d'initiés. Et au moment où notre pays se trouve dans des discussions forcées avec le FMI, parce que ce n'était pas le choix du Gabon, à ce moment-là, il est important que celle-ci soit connue. De toute façon, si le gouvernement ne répond pas à ce que nous demandons, il sera bien contraint de répondre à cette demande qui sera forcément formulée par le FMI. Pour comprendre ce qui s'est passé dans le pays depuis septembre 2023. Le troisième point concerne l'île Mbagné. Nous évoquons ce point parce que le 25 mars, il y a quelques jours, un communiqué officiel émanant des services du président de la Commission de l'Union africaine nous a informé de la désignation, la nomination de M. Albert Shingiro, ancien ministre burundais des Affaires étrangères, en qualité d'envoyé spécial, chargé d'accompagner le Gabon et la Guinée équatoriale dans la mise en œuvre de l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice concernant le conflit que nous avons avec la Guinée équatoriale. Le problème que nous posons, c'est que ce jour, le gouvernement n'a encore rien dit. Le Gabon n'a pas fait de communication sur le sujet, en tout cas pas à notre connaissance. Le deuxième point, c'est lorsque l'arrêt de la CIJ a été rendu, les autorités gabonaises nous ont dit que le Gabon n'a pas perdu. En ce qui concerne donc ce conflit, on nous a indiqué que, en contrepartie de Mbagné, dont la souveraineté est reconnue par la justice internationale pour la Guinée équatoriale, le Gabon prenait donc Mongomo et Ebebeyine. C'est ce qui a été dit. Maintenant qu'un médiateur est désigné, que le gouvernement gabonais nous dise, première chose, comment ils entendent faire pour Mbagné. Est-ce qu'ils entendent céder Mbagné? Est-ce qu'ils entendent donc se soumettre à cet arrêt de la Cour internationale de justice tel quel? Est-ce qu'ils entendent maintenir la souveraineté du Gabon sur Mbagné? Première chose. Deuxième chose, au cas où ils décidaient de ne pas maintenir la souveraineté du Gabon, qu'est-ce qu'ils entendent faire et qu'attendent-ils dire aux Gabonais? Qu'entendent-ils dire aux Gabonais? Pour ce qui est de Mongomo et Ebebeyine, puisqu'on nous a dit que nous gagnons en contrepartie les villes de Mongomo et Ebebeyine, qu'on nous dise concrètement en quoi cela consistera. Est-ce que c'est une contrepartie immédiate? Est-ce que c'est une négociation à engager? Et à quelle échéance? Est-ce que nous pouvons considérer aujourd'hui que nous perdons Mbagné, Cocotier et Konga, avec ce que ça signifie en termes de ressources naturelles, en termes de sécurité du territoire, parce que c'est dans les eaux territoriales gabonaises, et donc si une puissance étrangère s'installe là et mène là des opérations militaires, ça peut nous mettre en difficulté. Donc, est-ce qu'en contrepartie de ça, nous gagnons Mongomo et Ebebeyine? Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune communication officielle du gouvernement. Nous savons qu'il y a eu des missions qui sont rendues en Guinée équatoriale et vice-versa. D'autres sont arrivés à Libreville, mais il y a zéro communication. Donc, nous voulons qu'il y ait là-dessus des éclairages, parce que l'opinion publique doit savoir qu'il s'agit du territoire national. Et on ne joue pas avec le territoire national. Le quatrième sujet concerne, vous en doutez, le code de la nationalité. Mesdames et messieurs, depuis la publication au journal officiel de l'ordonnance numéro 004/PR portant code de la nationalité, un vif débat enflamme l'opinion nationale. Nous avons nous-mêmes, en tant qu'EPG, pris position et dénoncé certaines dispositions de ce code.
Avant de poursuivre mon propos, je voudrais d'abord dire que la démocratie a beau être la loi du nombre et le fait majoritaire devant aider à faire valider les lois, il n'en demeure pas moins que sur un certain nombre de sujets, la démocratie n'exclut pas le consensus. La démocratie n'exclut pas la recherche du consensus. Et un texte comme celui dont nous parlons, qui est fondamental, puisqu'il touche à la question de la nation et de la nationalité, le passage en force n'est pas une bonne chose. Il vaudrait mieux prendre le temps de la discussion, le temps du dialogue, le temps de l'écoute. Sur ce sujet, sur ce texte précisément, nous ne souhaitons pas qu'il y ait un débat partisan. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'un côté ceux qui soutiennent le pouvoir et qui le soutiennent à tout prix, y compris contre le bon sens. Et de l'autre, ceux qui combattent le pouvoir et qui le combattent malgré les dispositions qui peuvent, dans ce texte-là, être favorables à la protection de la nationalité. C'est pour cela que, en regardant la une de l'Union ce matin, par exemple, et qui, à juste titre, a indiqué vent de discorde. Vous voyez qu'il y a discorde dans l'opinion. Il y a discorde parce que le texte n'est pas bon. Il y a discorde, ce texte n'est pas bon à la fois par son contenu, mais aussi par la forme. La forme, c'est quoi? Le choix de l'ordonnance. C'est vrai, la Constitution prévoit les ordonnances. Mais lorsqu'on suit l'esprit de la Constitution, les ordonnances, c'est pour des cas d'urgence dans la mise en œuvre du programme du gouvernement. On veut construire une route, il y a besoin d'argent, on a trouvé un investisseur, et il faut prendre une loi d'emprunt. On prend l'ordonnance. Mais pour un sujet aussi important, qui touche au fondement de la République gabonaise par la nationalité, quelle urgence y avait-il à prendre une ordonnance le 26 février pour une rentrée parlementaire qui avait lieu quelques jours après, le 3 mars? Donc, pour nous, sur la forme, il y a déjà un problème. L'autre observation, c'est sur le service après-vente. On voit bien que depuis quelques jours, s'organise un service après-vente, notamment par des magistrats qui passent à la télévision en tant qu'experts du ministère de la Justice. Il nous faut rappeler quelques petits principes dans ce domaine. L'expertise concernant la question de l'élaboration des lois, elle se mène avant l'adoption d'une loi et sa promulgation. C'est là que les experts assistent le législateur, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau du Parlement. Parce que même si une loi est d'initiative parlementaire, le Parlement a le droit d'appeler des experts pour éclairer son opinion et l'aider à légiférer. Une fois que la loi est adoptée, qu'elle est promulguée, la place des experts n'est plus sur les plateaux de télévision. Il revient maintenant au gouvernement d'assumer sa loi. D'autant plus qu'il s'agit d'une ordonnance. Et donc c'est le gouvernement lui-même qui a pris l'ordonnance pendant l'intercession parlementaire. Il faut donc que maintenant le gouvernement assume sa loi et qu'il vienne expliquer aux Gabonais pourquoi cette loi. Et cette loi aujourd'hui, elle pose problème, de multiples problèmes. D'abord, elle efface quasiment l'existant, notamment l'essentiel même de la loi de 1962, qui est le premier code de la nationalité au Gabon. Remet quasiment en cause l'essentiel de la loi de 1999, qui est la suite de celle de 62. Mais en parler comme ça n'est peut-être pas significatif. Dans le premier code de la nationalité, on disait que tous ceux qui sont gabonais le sont au même titre. Que vous le soyez par filiation directe, donc d'origine, que vous le soyez par d'autres manières, une fois devenu gabonais, vous l'êtes au même titre. Or, le code actuel, tout en reprenant certains aspects, crée des catégories de Gabonais. Il y a des Gabonais qui ont droit à certaines choses, et il y a des Gabonais qui ont droit à d'autres choses. Il y a des Gabonais qui peuvent tout faire, être militaires, prendre des balles pour défendre la nation, mais il ne peut pas être commandant ou directeur des opérations. Mais il est bon Gabonais pour prendre des balles, mais il n'est pas bon Gabonais pour diriger les opérations. Donc, dans le corps de l'armée, vous créez donc différentes catégories de Gabonais. Chez les magistrats, vous pouvez donc avoir un Gabonais brillant dans la faculté de droit et sciences économiques. La faculté de droit, il est brillant, mais il ne pourra pas être magistrat parce que ce n'est pas un bon Gabonais.
il n'est pas gabonais au sens où cette loi l'entendrait. Et on entend dire qu'il faut protéger certaines fonctions, certains métiers, certaines professions. Mais ceux qui vont à Dubaï, ils n'ont quand même pas ramené de Dubaï que les baies vitrées. Il faut quand même aller à Dubaï et voir d'autres choses. Et que Dubaï, c'est à peu près 3 millions d'habitants aujourd'hui, dont à peu près 800 000 qui peuvent être considérés comme autochtones. Mais les emplois à Dubaï de magistrats, qui est magistrat à Dubaï? Ils sont égyptiens, ils sont soudanais. C'est ça, les magistrats à Dubaï. Est-ce qu'il y a une façon de dire la loi quand on est gabonais pur sang et une autre façon de dire la loi quand on serait moitié gabonais ou moitié mauvais sang? Il faut donc dans ce sens-là raison garder et se dire que notre pays ne peut pas avoir des nationalités, une nationalité qui diffère en fonction des emplois occupés. On a déjà accepté que pour être président de la République, il y a des conditions. Ça, c'est normal, dans tous les pays au monde, ça existe. Mais de là à créer dans notre pays des catégories de Gabonais, ramenons ça à une famille. Père et mère gabonais, ils adoptent un enfant. Et parce qu'ils ont eux-mêmes déjà fait un enfant, ils adoptent un autre, adoption plénière. Ces deux enfants qui grandissent dans la même famille, veulent faire les mêmes études, les font. Et puis arriver à un moment de leur vie, choisir des métiers. À l'un, on va dire, ça tu peux, mais ça tu ne peux pas. Ah, mais papa, pourquoi je ne peux pas? Que dit le père? Il faut ramener ça à des exemples concrets. Vous avez deux enfants, voilà, avec votre épouse, vous faites un enfant, et puis vous adoptez un autre. Mais dans leur parcours professionnel, l'État va dire, toi tu es un bon Gabonais, et toi tu es un mauvais Gabonais. Ramenons ça dans le cas concret d'une famille, ça serait comment? Et donc, quand on veut toucher à des lois, c'est pour les améliorer. Ce n'est pas pour créer des difficultés supplémentaires. L'autre point, et on va parler dans tous les détails, l'autre point qui crispe énormément, c'est de donner la capacité au chef de l'État de retirer la nationalité à un Gabonais selon son bon vouloir. On a beau l'habiller comme on veut, le fait, il est là. L'interprétation de ce qu'on appellerait ici un acte subversif appartient à celui qui va en juger. Et le fait même de retirer cette prérogative du retrait de la nationalité au juge et de la transférer à la discrétion du chef de l'État montre bien qu'il y a un objectif qui est recherché. Et cet objectif, c'est de punir les Gabonais qui oseraient aller à l'encontre des choix qui sont faits par l'exécutif. Et tout le monde dit, ah mais non, on ne peut pas faire ça. Mais si, c'est ce qui est écrit. Si on avait voulu écrire autrement, en faisant en sorte que le Gabonais, comme eux-mêmes disent de souche, ne soit pas concerné, on aurait pu dire celui qui a acquis la nationalité gabonaise, celui qui a été naturalisé gabonais. Mais ils ont dit le détenteur de la nationalité. Ça concerne tous les Gabonais. Et pour l'histoire, parce que c'est important lorsqu'on avance de convoquer l'histoire. Nous sommes des partis politiques, nous sommes des acteurs politiques, et nous sommes amenés, même en tant que citoyens, à défendre la Constitution. C'est écrit noir sur blanc, défendre la Constitution. Défendre notre pays. Si l'exécutif actuel était amené à prendre une décision que nous estimons contraire aux intérêts de la nation, que reste-t-il à faire? Se soumettre, accepter ou combattre? Si on combat cette décision, on sera qualifié de dissident, de subversif. Et donc on met entre les mains de l'exécutif le pouvoir d'enlever la nationalité, et c'est une autre façon de faire taire les uns et les autres. Et regardez comment cela fonctionne. D'un côté, il y a eu les velléités de rétablir la peine de mort. La peine de mort, c'est donner le droit à l'État d'ôter la vie à quelqu'un. Mais retirer la nationalité, c'est une autre façon d'ôter la vie à quelqu'un. Ôter la vie civique, la vie politique, la vie sociale. Si vous n'êtes plus gabonais, vous n'avez plus droit à rien, pas d'identité, rien du tout, vous êtes apatride. Et donc notre pays, par cette disposition, prend le risque de créer des apatrides. Et on tente de nous dire, non, ce n'est pas possible, il y a des conventions internationales, mais qui les respecte? Si quelqu'un respectait le droit et les conventions internationales, l'actuel chef de l'État n'aurait pas été candidat à l'élection, puisqu'il a fait un coup d'État. Et qu'il ait dit que les auteurs de coup d'État ne peuvent pas être candidats à l'élection qui suit le coup d'État. Donc s'il y avait respect, il n'y aurait pas eu ces candidatures. On voit bien que là, il n'y a pas eu respect
des normes internationales. Et donc, c'est un danger. Et nous appelons simplement à réécrire ce code. Il n'est pas bon. Et il faut le réécrire en recherchant un consensus. Ne faisons pas de ce débat un débat partisan. Ne faisons pas de ce débat un débat pour que les uns et les autres prouvent aux dirigeants quel est leur soutien. Essayons d'apaiser le débat. Ne mettons pas en sorte qu'il y ait d'un côté les partisans de ceux qui pensent qu'on peut brader la nationalité et ceux qui veulent préserver. Nous sommes tous favorables à ce qu'il y ait des conditions claires pour la nationalité gabonaise et qu'on protège. Mais nous ne sommes pas favorables à ce qu'on crée des différences entre Gabonais d'une part. D'autre part, à ce qu'on donne en les mains de quelqu'un, l'exécutif, le pouvoir d'enlever la nationalité à quelqu'un. Nous ne sommes pas favorables. Et pour terminer, je voudrais dire ceci. Moi, je suis Gabonais de droit divin. Je le suis parce que Dieu, moi je crois en Dieu, la providence pour ceux qui y croient, a voulu que mon père, son père, mes ancêtres viennent naître dans cette terre appelée Gabon. J'aurais pu naître au Cameroun, j'aurais pu naître en Guinée équatoriale. En étant enfant, j'aurais pu être du Wollentem, je suis de l'Ogooué-Vindo. C'est par la volonté de Dieu. Mais aussi l'histoire a voulu que nous soyons Gabonais. La géographie, la culture, tout cela a voulu que nous soyons Gabonais. Nous ne pouvons pas laisser à un être humain le pouvoir de nous enlever ce que Dieu nous a donné. C'est impossible. Ce que Dieu a donné appartient à Dieu. Maintenant, les conditions pour lesquelles on peut enlever à un être humain sa nationalité ne peut pas être laissé l'appréciation d'un autre être humain. C'est la justice. Sur des cas précis, consensuellement acceptés. Si quelqu'un retourne les armes contre sa population, oui. Si quelqu'un pose un acte terroriste qui décime des civils, la population, oui. Mais si quelqu'un défend son pays, et par la défense de son pays, il est amené à poser un certain nombre d'actes, comme ça s'est vu ailleurs. Je parlais d'histoire. J'ai dit tantôt que Pétain a retiré la nationalité à De Gaulle, parce que De Gaulle a refusé de se soumettre à l'amnistie. L'amnistie signée par Pétain. On lui a retiré la nationalité, on a confisqué ses biens. Je veux rappeler pour l'histoire que l'ANC en Afrique du Sud était un parti interdit par la loi sud-africaine. Mais il a fallu que les êtres humains se lèvent, se battent, et ils ont été célébrés des décennies plus tard comme libérateurs. Je veux rappeler que si on appliquait la loi, et c'est pour cela que les auteurs du coup d'État se sont auto-amnistiés, parce que par leur coup d'État, ils ont violé la Constitution, ils ont violé les dispositions du Code pénal, et qu'ils étaient passibles à criminels. C'est pour ça qu'ils sont auto-amnistiés. S'ils ont été libérateurs en tournant les armes contre les institutions, pourquoi la population ne se lèverait pas pour dire « nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites » Pourquoi il y a menace sur l'identité de quelqu'un, sur sa nationalité, menace potentielle de contestation? Nous disons « ce n'est pas possible ». Et c'est pour cela que, encore une fois, recherchons le chemin du consensus. Recherchons le chemin de l'apaisement. Faisons en sorte que ce texte soit revu. Que les parlementaires aient la possibilité de revoir ce texte posément. D'appeler éventuellement des spécialistes, sociologues, anthropologues, historiens, juristes, large consultation. Éventuellement des acteurs politiques, pour qu'il y ait autour de ce texte un vrai consensus national. Ne nous précipitons pas, ne courons pas. Il n'y a aucune urgence à régler là maintenant par rapport à ce texte. En ce qui concerne les étrangers qu'on pourrait nommer, le pouvoir de nomination appartient à un. C'est à lui de choisir qui nomme, qui ne nomme pas. Il ne veut pas nommer un Gabonais d'origine étrangère, ce n'est pas la peine de l'écrire dans le texte. Aujourd'hui, si on accepte cette disposition, ça veut dire que demain, on pourra dire qu'un Téké ne peut pas accéder à telle fonction. On écrit ça dans un texte gabonais. Qu'un Fan ne peut pas accéder à telle fonction. On écrit ça dans un texte. C'est ce que ça veut dire. À partir du moment où on peut dire qu'il y a une catégorie de Gabonais qui ne peut pas accéder à telle fonction, c'est que demain on pourra dire un Gabonais d'origine de telle province ne peut pas accéder à telle fonction. Ne faisons pas ça.
C'est ça le problème de l'autochtonie qu'on a trouvé dans le texte. Aujourd'hui, la mairie de Libreville, comme les autres mairies du Gabon, il y a un système de rotation qui n'est pas écrit quelque part dans un texte, mais qui est devenu politique. Est-ce qu'on va prendre un texte pour dire au Gabon, quelqu'un d'autre ne peut pas être maire de Libreville qu'un fan de Libreville ou un mineur de Libreville? Est-ce qu'on peut l'écrire ça dans un texte? Si on ne peut pas l'écrire, pourquoi écrire dans un texte qu'un Gabonais qui a acquis la nationalité de telle ou telle manière ne peut pas accéder à telle ou telle fonction? Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs. Sur ce texte-là, nous insistons. Il faut rechercher le chemin du consensus. Ne divisons pas le pays plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Trouvons le moyen de rassembler le pays autour d'un texte qui concerne les Gabonaises et les Gabonais au-delà des questions d'appartenance politique. Merci de votre attention.